Le sport dans le 19h de la place du village. Chaque mercredi, justement, on vous propose un tour d'horizon des résultats sportifs, notamment surtout dans le ski alpin ou encore dans le biathlon. Et pour nous en parler régulièrement dans cette émission, on invite notre super, magnifique Marc Garcia. Bonsoir Marc, bienvenue dans le 19h de la place du village depuis Megève. Bonsoir Johan, bonsoir à tous. Comment ça va Johan? Bien? Bah écoutez, ça va pas trop mal, hein. Dès qu'on vous rencontre chaque mercredi, c'est notre rendez-vous chaque semaine dans le 19h pour parler de sport. Allons-y gaiement. Alors, c'est vous qui êtes à la manette ce soir, hein, je crois, Johan. Ah bah oui, hein, comme d'habitude, hein. Toujours. Et vous, bah, vous êtes là justement, notre consultant qui nous explique un petit peu les techniques du ski, les résultats, car vous en connaissez un bon catalogue, hein. Je crois. Alors ce soir, on va donc commencer ces premiers résultats par le ski. Notamment, oui. On va commencer par Thibaut, justement, qui a réalisé, voilà qu'on voit apparaître à côté, Thibaut Favreau, qui est arrivé 22e du grand slalom du côté de Val d'Isère. Oui, du slalom géant, puisque il y avait l'épreuve samedi de slalom géant. Des conditions assez atmosphériques assez particulières, il faisait pas très très beau. Conditions de neige aussi difficiles, une visibilité très réduite sur la deuxième manche, avec une belle victoire de Odermatt devant les deux Autrichiens, Fürsten et Brandsteiner. La surprise, c'est que la deuxième manche, c'est les 30 inversés et qu'évidemment, il y a eu un bon jackpot sur les dossards par rapport à la visibilité qu'il y avait sur la deuxième manche. Et donc, ça n'a pas été nécessairement en faveur de nos Français. Mais on va écouter Thibaut. On va écouter Thibaut, hein, justement, au micro de nos amis de la FFS STV, qu'on remercie beaucoup hein, pour tous ces sons hein, qui nous prêtent gentiment pour cette rubrique. Voici justement cette interview. Thibaut, aujourd'hui sur la face, une course un peu frustrante avec du bon ski, mais pas un résultat que tu souhaitais. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur ta course ? Ouais, aujourd'hui c'est une course frustrante parce que le résultat il est pas là. Mais c'est anecdotique. Aujourd'hui, c'est une des courses les plus difficiles de ma carrière, avec des conditions un peu changeantes, mais c'est le sport, on l'accepte, c'est comme ça. Je me suis battu contre la face, c'était pas la chose à faire. Aujourd'hui, il faut savoir skier avec la piste et pas contre, et aujourd'hui, je me suis trompé. Voilà. Le programme, la prochaine, tu vas repartir à l'entraînement et la prochaine, c'est en Italie ? Ouais, le week-end prochain, une nouvelle course. Il faut pas baisser les bras, il faut se battre et puis voilà, c'est tout. Voilà, très combattant Thibaut, hein, on peut dire Marc. Hein. Oui, vraiment un gros combat pour lui sur la face de Bellewaerde. Alors la particularité de la face de Bellewaerde, c'est qu'elle est très très raide. C'est une piste très très raide, donc du départ à l'arrivée. Donc les gars, ils n'ont pas beaucoup de temps pour vraiment se mettre en action, pour ce qu'on appelle nous pousser sur les skis. Contrairement à la compétition du week-end dernier de Vels ou celle d'Alta Badia pour le week-end prochain, la face de Bellewaerde, c'est vraiment la piste par excellence, que de la pente d'en haut en bas. Et la difficulté, l'a expliqué Thibaut, c'est que il faut trouver le compromis entre le combat, puisque c'était un combat tout simplement avec les conditions de neige, les conditions de piste et la déclinaison de la piste, et en même temps trouver ce compromis entre le combat, mais en même temps avoir une certaine légèreté, tout est relatif puisque ces pistes-là sont parfaitement injectées et plutôt verglacées. Voilà. On va continuer les résultats avec cette fois-ci une seconde, justement, Alban Canaferina, 23e, premier point en Coupe du Monde. Oui, qui lui partait avec le dossard 53. Il y a quand même 2-3 gars qui sont rentrés derrière. On a pris avec des dossards très éloignés, notamment le Suisse Luca Erni, qui lui partait carrément dernier et qui finit 4e de la course. Canaferina qui a fait une très très belle course en partant 53. Enfin, une très très bonne première manche. Un peu déçu, on va l'écouter certainement de sa deuxième manche, mais en tout cas, il marque des points et c'est le plus important. Voilà, on écoute justement son interview. Regarde, écoutez bien. Sur la course d'aujourd'hui, quand même bien mieux dans les intentions que ce que j'ai pu faire les 3 derniers jours, les 3 entraînements. Donc voilà, ça joue encore pas devant, mais en tout cas, les intentions, elles étaient là, donc faut que je construise là-dessus. Et puis maintenant, focus sur demain, le Super G. Voilà, et également alors, le Super G. Oui. Alors, désolé, il y a eu un petit chassé-croisé entre nos informations. Là, c'était Roman Miradoli qui parlait de sa descente dans le Colorado. Ah, d'accord. C'est le direct, ça peut arriver. Oui,
Là, c'était l'analyse de Roman Miradoli sur la descente qui a eu lieu aussi aux États-Unis samedi dernier, donc la descente de Beaver Creek pour les filles, où elle explique elle a très bien expliqué. Donc on va essayer. Johan, c'est vous le spécialiste là pour recaler tout ça? On va essayer, ouais, parce que là c'est déjà tout préparé, là c'est un peu compliqué. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, on va s'adapter. Voilà, en plus on communique avec WhatsApp, vous voyez, voilà, ils nous envoient les fichiers, voilà, depuis Megève et tout, donc des fois, bon, il y a quelques petits bugs au niveau des envois, ça peut arriver, hein, c'est comme ça. On va continuer avec également d'autres résultats, mon cher Marc, notamment Léo Angno. Oui, le petit gars de la Clusa, qui voilà, pareil partait avec un bon dossard et qui était un peu frustré. On va déjà l'écouter, comme ça on évitera de faire des erreurs. Voilà, c'est ça. On écoute Léo Angno justement, donc dans cet extrait audio. Écoutez bien. Alban, on est sur la face aujourd'hui et c'était premier point. Le résultat est pas celui que j'attendais. C'était une deuxième manche qui était très compliquée, il n'y avait pas de visie, on savait au départ que c'était toujours le même qui était devant et qu'il fallait faire une grosse manche et qu'il fallait s'envoyer et prendre tous les risques. Je pense que c'est ce que j'ai fait, je suis parti à fond, j'ai mis tout ce que j'avais sur la deuxe. Je fais des grosses erreurs qui me coûtent très cher, je me retrouve loin, mais au moins j'ai mis les attentions et je pense qu'il faut que je reste là-dessus pour les prochaines courses. Après, voilà, c'est une course spéciale avec des remontées, la météo, on ne peut pas la gérer. Donc ça, je vais pas me prendre la tête avec ça, je vais garder ce qui est positif de la journée. Voilà, très positif hein, également, Léo. Oui, très positif, parce qu'il vient de l'expliquer rapidement, hein, des conditions météo dantesques sur cette deuxième manche, qui a favorisé ceux qui partaient devant à la deuxième manche, d'où ces remontadas, comme on dit, de ces athlètes-là. Odermatt est quand même arrivé à gagner, mais ça a été très très compliqué pour l'ensemble des coureurs, surtout sur cette deuxième manche. Il le dit, il va pas se prendre la tête. Il repart à l'entraînement. Là, ils vont être pour l'Italie à Alta Badia, pour le prochain géant, et le slalom, puisque lui, il fait les deux. Donc voilà, il a fait une analyse, je pense, parfaite pour lui. Voilà, un beau résultat également hein, oui. Pour les Français ce week-end. Hein, on a pu suivre à la télévision. C'est vrai qu'on s'est un petit peu régalé, hein, on va dire, bien régalé. Oui, je pense. On aurait espéré, on a eu toute la semaine, parce que moi j'étais sur place, on a eu toute la semaine que du beau temps, et pour le week-end, c'était pas le mieux, mais ça fait partie de notre sport. Il faut être capable de gérer ces conditions climatiques, ces conditions de météo changeantes. Ça fait partie du jeu du ski, en tout cas. Est-ce que les conditions, justement avant de retrouver la suite des interviews, est-ce que les conditions météo, vous les voyez changer chaque année par rapport à avant? On en a parlé pendant l'automne sur les glaciers en Autriche. Là, cette année, il y a eu de la neige, il y a eu du froid. Ils ont pu faire de la neige de culture, comme on dit, sur le nouveau schéma des neiges de culture. Il fait suffisamment froid pour produire de la neige. Mais en même temps, en altitude, le seul bémol qu'il y a eu, c'est il y a eu de gros vents pendant toute cette période-là, ce qui fait qu'il y a eu des zones où il y a eu beaucoup de neige et d'autres zones où évidemment le vent a carrément tout soufflé. Donc c'était un peu compliqué, mais la phase de Bellewaerde reste quand même une épreuve mythique. Val d'Isère avait mis tous les moyens pendant cette semaine-là pour préparer et l'entraînement et la compétition, avec effectivement, moi j'ai eu la chance pour pouvoir analyser d'être sur le terrain. Je remercie encore une fois la directrice du club des sports, Ingrid Jacquemot, et puis son bras droit, Lionel Fayol, qui m'ont permis d'être sur le terrain et qui aujourd'hui me permet d'avoir une analyse un peu plus cohérente. Voilà, et oui, on va quand même les remercier. On continue justement nos résultats cette fois-ci. Je crois que c'est Alban, hein, cette fois-ci, ça c'est bon, hein, la vidéo là. Alban, ouais. D'accord. Voilà, là c'est bon, là cette fois-ci, je pense que c'est la bonne vidéo. Alors on va écouter. On va écouter et on fait l'analyse juste après donc cette interview audio. Alban, on est sur la face aujourd'hui et c'est tes premiers points en Coupe du Monde. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur ta course? Est-ce que tu es content au moins d'avoir marqué tes premiers points à la maison? Très content, surtout à la maison, ça fera des beaux souvenirs. La face c'est iconique et j'en suis ravi. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton ski? C'était une course un peu difficile, les conditions, on sait qu'il y a des athlètes qui ont trouvé la piste un petit peu dure, avec des changements de neige. Est-ce que toi, comment tu t'es senti sur cette piste? Moi j'ai eu de la chance, je pense, à la deuxième manche notamment, j'ai eu encore de la visibilité, là on voit que ça se couvre. Je suis très content, cette face elle est pas facile, elle est glace, évidemment ça tape, c'est un vrai combat. Et j'ai pris vraiment du plaisir là-dedans, je me suis envoyé, je me suis engagé physiquement et j'en suis ravi. Super, merci.
Voilà, hein, c'est vidéo réalisée hein, par justement et ces sons hein, réalisés par la FFSS TV. Alors, un petit point justement, Marc, par rapport à ce résultat. Ouais, FFS TV, ça veut dire Fédération Française de Ski, pour ceux qui ne savent Voilà, pas. voilà. Voilà, qui ont des spécialistes de l'audio, notamment Joséphine Forny, qui s'occupe de toutes ces interviews, et pouvoir les transmettre aux médias. Voilà. Oui, bah, un point sur le géant, donc effectivement, Odermatt, après 2 chutes, finalement gagne, mais ça n'a pas été simple parce qu'il partait dernier. Avec ses conditions de neige et ses conditions de piste et de visibilité, il passe pas loin, il gagne avec 8 centièmes, mais encore une fois, qu'on gagne avec 8 centièmes ou 4 secondes, ça change rien. L'essentiel, c'est la victoire. Il s'est vraiment, j'ai eu le sentiment de le voir à l'arrivée rassuré avec ces conditions qui étaient encore une fois dantesques. Donc voilà une course assez particulière puisque il y avait ces phénomènes de visibilité et de conditions de neige qui ont un petit peu tronqué le résultat global. Ouais. Voilà, oui, oui. C'est que la météo, ça joue beaucoup sur les résultats hein, de tous ceux qui font ces compétitions. On continue avec cette fois-ci Victor Jandet. Alors Totor, là on va basculer sur le slalom spécial qui a eu lieu le dimanche. D'accord. Là on bascule sur le slalom spécial puisque Totor lui ne faisait pas le géant. Alors, habituellement il faisait les 2 épreuves. Là il s'est concentré essentiellement sur le slalom. Je pense que ça a été une bonne décision de sa part. En plus, il avait des soucis de matériel, il cherchait un petit peu l'affûtage, la préparation de ses skis lors du stage juste avant Courchevel, puisque les slalomers sont préparés à Courchevel. Parce qu'en Coupe du Monde, il faut savoir que les athlètes, avec un délai avant la compétition, n'ont pas le droit d'aller s'entraîner, de courir sur la piste. Ça, c'est un règlement international qui fait que donc chaque athlète, en tout cas chaque équipe, est obligé de trouver des conditions quasiment similaires et identiques pour préparer leurs athlètes dans les meilleures conditions. Ils sont allés à Courchevel avec chez Pinturo et ils avaient des super conditions de neige. Mais donc Totor, qu'est-ce qu'on fait? On l'écoute d'abord? On va l'écouter puis on fait une petite analyse juste après. On écoute. Satisfaction pour toi après? Ouais, je suis pas complètement satisfait de ma deuxième. J'arrive en bas avec 1 seconde de retard. Je suis déçu. Je me suis un petit peu crispé. J'ai dû prendre un coup sur mon ski. Ça a cassé la spatule. Et j'ai eu l'impression que j'avais plus de quart. Donc ça m'a un petit peu crispé. Et puis je fais des fautes dans des endroits stratégiques qui me coûtent cher. Donc quand je vois 1 seconde en bas, je suis forcément déçu. Maintenant, je vois que c'est sur Lucas Pinheiro-Bratton. Je savais même pas qu'il était derrière moi en première. Donc je me dis, bon, la manche doit pas être si mal parce qu'il est quand même habitué à être mieux placé. Mais voilà, on va analyser. Et par contre, c'est sûr que ce que j'ai vécu en première manche, je vais en profiter. Là, je l'ai mis de côté après la première pour finir le boulot. Mais là, vraiment, la journée reste très belle. Ça fait 3 ans que j'attends ça. De revenir en deuxième manche en slalom. Donc ouais, c'est ce qui me nourrit. Maintenant, je m'entraîne très dur pour voir du vert à l'arrivée. C'est les émotions que je veux. Donc à moi d'analyser et d'essayer de le revivre dès le week-end prochain et de rejoindre Steven le plus vite possible. Voilà pour cette interview. Voilà pour de Victor. Marc. Oui, Totor qui effectivement depuis 3 ans, pour ceux qui ne le savent pas, il s'est blessé. Il est quasiment reparti. Il était 1000 et quelques mondial au classement du slalom spécial. Donc il a, comme on dit, il a ramené la falaise. Il a beaucoup travaillé. C'est un bosseur. Il a beaucoup travaillé sur lui, sur son matériel. C'est un besogneux. Des fois, il se perd un petit peu dans le matériel aussi, dans la préparation. Mais là, faire finir 16e, je pense qu'il aurait signé tout de suite avec le dossard qu'il avait. Donc là, le moral est revenu au vert. Son entraînement et ses années passées de galère sont, on va dire, derrière. Et je pense qu'il va prendre l'option beaucoup plus d'aller sur le slalom spécial. Ce qui est un paradoxe parce que les gens qui font les disciplines, en général, ils vont plus vers le géant ou la vitesse parce qu'on a moins de vitesse de réaction. Et donc, Totor a choisi le slalom. C'était un bon choix, une belle stratégie, effectivement. La déception de pas être dans mieux que ça. Mais en tout cas, c'est une belle 16e place. Voilà, beau résultat également. Bravo à lui. On continue avec un jeune, on le retrouve très souvent dans nos résultats, Steven Amier. Alors Steven, on était tous contents à la première manche, on va voir son interview. Il gagne la première manche, je dirais presque pour la main. Il repousse le portillon pour la première fois de sa carrière. Il fait, je crois, une dizaine de portes. Je crois qu'il a absolument rien à se reprocher sur cette deuxième manche. On peut toujours refaire le monde. L'avantage, c'est qu'il est parti avec de l'engagement, avec ce qu'il savait faire. Le slalom, c'est particulier. On peut vite se mettre au tapis, comme on dit dans le jargon. Il a tenté, il est tombé. Ça fait partie du jeu du slalomeur, entre tomber et enfourcher.
et Steven, surtout de ne pas avoir le regret parce qu'il aurait pu ce qu'on dit. Alors dans le jardin, on dit bétonner, on en a parlé la semaine dernière. Oui. Donc je mets un peu les doubles freins et j'arrive et je prends une grosse claque. Là, il est parti avec l'intention de gagner. Ça n'a pas marché, mais je pense que ça va faire dans peu de temps. On l'écoute. Bon, on l'écoute, c'est une vidéo également de la Fédération française de ski. Écoutez. Ok Steven, une belle première manche à la maison. T'étais le favori pour la deuxième manche, quelque chose que t'avais jamais fait, refermer le portillon à la deuxième manche. Aujourd'hui, ça s'est pas terminé comme tu voulais, mais on sort avec des bonnes choses. Et est-ce que tu peux nous faire un retour sur ta course et surtout comment t'as abordé cette deuxième manche? Ouais, non, c'est clair que j'avais fait une belle première manche. J'ai respecté le plan que je m'étais fixé intelligemment, attaquer les parties qu'il fallait attaquer, respecter les parties qu'il fallait respecter. Et j'avais envie d'aborder la deuxième manche dans le même état d'esprit. Franchement, je me sentais super bien au départ. La manche me plaisait, j'avais envie de tout donner. Je suis plutôt très bien parti, je me sentais vraiment bien tout de suite. Et après, ça arrivait tellement vite la faute que je ne saurais pas trop l'expliquer, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. C'est clair qu'en deuxième manche, c'est toujours un peu plus difficile. Mais je suis content de l'état d'esprit, je suis content de la manière. Et puis, on va essayer d'amener ça sur les prochaines courses. Faut partir au combat, faut surtout pas se démobiliser, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Et j'espère que cette position, je vais m'en revenir trouver un paquet de fois dans ma vie. Donc, on va apprendre aussi à encore mieux gérer ça. Et puis, la prochaine fois, ça sera la bonne. Et aujourd'hui, il y avait une partie de beaucoup de personnes de Pralognan qui étaient venues te soutenir. Qu'est-ce que ça fait de courir un peu devant son nouveau fan club? Ouais, c'est clair qu'il y avait tout le fan club Steven Amier, il y en avait un paquet, c'était sympa. De Pralognan, de Courchevel, d'un peu partout en France aussi, et c'est ça qui est cool. Et moi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur de pouvoir leur faire du spectacle. Je pense que ça m'a boosté aussi. J'aurais aimé forcément en deuxième manche leur donner une bonne raison de faire une grosse fête, mais bon, ça sera pour la prochaine fois. C'est cool qu'ils aient pu voir ça en direct. Après, c'est le ski, ça arrive. Bon, on se donne rendez-vous à Alta Badia. Voilà, un peu ému, hein, Steven, quand même. Un peu ému sur la fin, oui, bien sûr, les émotions remontent. Évidemment, papa, maman, hein, qui ont été des grands champions de ski. J'ai écouté mon papa sur un commentaire sur RMC, qui évidemment, quand ton fils se met par terre, qui part pour gagner. Voilà, après, l'erreur, elle est simple, c'est que il part à fond et il y a une espèce de banane, donc une porte par dedans, par dessous, au niveau de la rupture de pente, et il est un tout petit peu extérieur de la ligne. Il essaye de compenser, il tombe, et en slalom, ça ne pardonne pas. Contrairement à une discipline, ça ne pardonne pas du tout, mais en tout cas, j'allais dire, ce jeune, il a vraiment la tête sur les épaules. Moi, j'ai vu sur le terrain un mec parfaitement serein gérer toute cette pression, parce que c'était pas simple. En tout cas, on attend de sa part, évidemment, parce que là, il a le niveau, il a monté le curseur. Donc avec Clément Noël, qui malheureusement s'est fait mal, mais qui va revenir bientôt, on a vraiment deux belles cartouches en slalom, sans oublier ceux qui sont derrière, hein, Paco Rassa, Victor Landais, Hugo Desgrippes, et maintenant le petit Azolan Megel, qui va être un Tabadia. Et en tout cas, on a deux très très belles cartouches qui sont dans les 15 meilleurs mondiaux. Voilà, affaire à suivre, comme on dit. On continue, hein, c'est ça, Marc. On continue avec, cette fois-ci, on va regarder une vidéo de l'équipe TV. Ouais, l'équipe TV est sympa avec, donc, c'était la chaîne française, puisqu'il y a l'Eurosport, et l'équipe TV qui retransmet les Coupes du Monde en France, et qui vont retransmettre les championnats du monde de Sabar au mois de février. On fait un interview sympa sur le technicien, justement, le technicien de Clément Noël et de Steven Amier. On l'écoute, et après, je vais quand même vous raconter certains secrets. Ah, des secrets, justement. Eh ben, on écoute cette interview. On va remercier beaucoup l'équipe TV, hein, pour l'autorisation de ces images. Écoutons. Pour faire un bon slalom, forcément, il faut de bons skis. Et pour ça, le patron, c'est Stéphano qui est le responsable un petit peu de l'entretien de ces beaux petits bijoux qui les bichonnent. Stéphano, déjà, bonjour. Important, je vois beaucoup de paires de skis là. Ils en ont combien par skieur? Bonjour. Bon, ça dépend. Ça dépend parce qu'on a différents modèles. Ouais. Et ça peut être 15 paires, peut-être plus. Ça dépend, comme là j'ai Steven et Clément, les deux. Steven Amier et Clément Noël. Steven Amier, il est plus un modèle. Okay. Une modèle, bon, une et demie.
deux modèles. Et Clément, c'est 2-3 modèles. Ça veut dire que après il y a minimum 6 paires, 6-7 paires chaque modèle. Ok. Et ouais, tu as un paquet de skis. Parce qu'ils ne sont pas tous là, hein. Je l'ai encore dans le bus, dans le garage. Ça fait du boulot. Tu peux nous montrer ce que tu fais là, qu'on voit un petit peu? On se met en condition. Qu'est-ce que tu fais là exactement? Ça s'appelle Voilà, quoi? C'est du c'est partage? pour non, l'affûtage. Ah, c'est l'affûtage, important. Là, c'est la machine qui fait avec la molle, là. Ça va toucher là. Ouais. Sur le car. Et ça là affûte. Après, tu peux changer. Tu changes là la pierre. Et ça la rend coupante, c'est ça? Ça rend la lame hyper coupante. Celle-là, elle est plus grosse. Celle-là, elle est plus fine. Ok. Et déjà, ça change. Ça dépend un peu. Tu nous montres? Tu sais, moi j'aime bien quand on monte les choses, hein, tout simplement. Si c'est impressionnant ou pas. La molle, là, elle ok, tourne, ça tourne là. et ça va toucher là. Ok. Et ça dure combien de temps pour préparer une paire de ski à peu près, en moyenne, par ski? Ben, ça dépend, parce qu'après, il y a le partage, il y a le finish. Bon, c'est pas comme la descente, parce que la descente, il y a beaucoup de partage. Ici, c'est plus un travail de car, là, Ok. de bosser sur vous. Donc tu dirais quoi, 1 heure par ski? Non. Ouais, c'est moins, 40 minutes, bon. Ah oui, quand même. En sachant qu'ils ont 6 paires de ski, ça fait du boulot. Bon Stéphane, on va te laisser bosser parce qu'il y a du boulot, il y a beaucoup de paires de ski, il y a beaucoup de Français. Et puis on verra s'ils sont bons en slalom, ce sera peut-être un peu grâce à lui. J'espère. Voilà une belle interview de nos amis de l'équipe TV1, Marc. Voilà, avec cette préparation. Johan, vous découvrez comme les téléspectateurs, vous découvrez ce sujet-là d'ailleurs. Tout à fait, on l'avait pas vu à la télé, justement. Oui, alors, plusieurs choses. Ces coureurs-là, il a parlé de Clément Noël et de Steven Amier. Évidemment, il a parlé que Steven Amier a une paire de ski. Alors, en général, dans les marques, il y a il y a la même longueur de ski. En tout cas, en slalom spécial, pas du tout en slalom géant. En slalom spécial, ils ont un ski qui fait 1m65 de long, que tu fasses 1m90 ou 1m50 ou 1m40 ou 1m75, peu importe. Et les marques, là, on avait Rossignol et Dynastar, ils travaillent sur différents modèles. Ça vous paraît exactement le même ski, mais le ski a une souplesse différente, a une cote, c'est-à-dire la spatule, le milieu du ski, la largeur du talon, ce sont des cotes particulières. Et en général, ils travaillent, ils développent, ils ont une cellule de recherche qui travaille là-dessus, avec Bob Montaz et Stéphane Mougin, le grand responsable du groupe Rossignol Dynastar. Et donc après, c'est ce qui est fait pour les meilleurs en Coupe du Monde. Alors, on a vu que Steven, lui, se prend pas la tête. Il a un modèle sur lequel il travaille, mais dans ce modèle-là, il a quand même 6 paires de skis. Alors pourquoi il a 6 paires de skis? Parce qu'en fait, il a toujours des skis pour s'entraîner. Et ensuite, il a des skis. Il a un ski qui est préparé différemment au niveau de la semelle et au niveau de la carte, en fonction de la qualité de la neige. Ça vous paraît un peu du charabia, mais en l'occurrence, ils ont un certain nombre de paires de skis, ils ont une préparation de ski, et ils choisissent le ski en fonction de la reconnaissance et de la qualité de la neige et des conditions qu'ils vont avoir. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, lui, il a une paire de ski, c'est clair. Et Clément, lui, il a 2-3 modèles. Et encore, c'est pas les pires parce que Hirscher, il a 7 modèles. On a vite fait de se perdre. Ça, c'est la Formule 1. C'est la Formule 1 du ski. Donc, ces gars-là, oui, effectivement, ils ont 3 modèles. Ils ont au minimum 6 paires par modèle. Ça fait déjà 18 paires en slalom. Alors, le mec qui fait les épreuves de géant, c'est encore pire parce qu'en géant, il y a différentes longueurs, hein. Ça peut être du 193 jusqu'à 188, voire jusqu'au 198. Donc là, c'est vraiment la Formule 1. Et quand ils se préparent et quand ils cherchent des terrains de jeu et des terrains d'entraînement pour préparer les Coupes du Monde, la particularité, c'est pas nécessairement de travailler sur des formes de tracés spécifiques, mais surtout d'avoir une sensation de ski et de chercher, dans notre jargon, on appelle ça le setup. Le setup, c'est la chaussure de ski, c'est le ski et le système, a parlé Stéphano, d'affûtage de ski, plus ou moins agressif, plus ou moins dur, plus ou moins, avec des angles différents. Donc c'est vraiment, je disais, là c'est le secret de Polichinelle. Bah dis donc, regardez ces explications. Le set talk, voilà, on aura appris également un jargon dans le ski. Hein. Oui, complètement. D'ailleurs, la veille, j'étais avec Jean-Baptiste Grange, qui était le consultant. On était chez Stéphano pour essayer de savoir comment il avait préparé les skis pour ces deux Français, quel pouvait être le choix du lendemain. Et donc, bon, après, c'est les techniciens entre nous, on est capable de discuter pour savoir quel type de ski ils ont choisi ou quel type d'affûtage le technicien prépare, et ensuite il peut modifier encore au départ de la course.
D'accord, ah ouais. Voilà, on en apprend plein de choses avec Marc. Prenez bien rendez-vous chaque mercredi dans ce 19h. Merci Marc pour toutes ces infos. Quelques infos quand même avant de se quitter pour les prochaines compétitions. Oui, les prochaines compétitions, c'est alors les garçons, ils sont à Val Gardena pour faire le 19-20, le super géant de descente, pour cette belle descente de Val Gardena, suivi du géant d'Alta Badia le 22, si je me trompe pas. Je regarde dans les archives. Oui. Et ensuite, ils termineront à Alta Badia. Pardon, c'est ça. Le 23 Alta Badia, ils auront le géant Alta Badia. Donc là, ils enchaînent pour ceux qui sont des polyvalents, comme Odermatt ou Loïc Meyer. Ils vont se taper quasiment 4 jours de compétition, sans compter les entraînements. Ça, c'est pour les hommes. Et les femmes, faut rentrer des États-Unis, où d'ailleurs Roman Miradoli a fait une magnifique super 8e place en super géant avec Beaver Creek. Elles seront, pour 2 super G, le 21-22 à Saint-Moritz, tout simplement. Ah d'accord. Voilà. Ça, c'est pour le ski alpin. D'accord. D'autres rendez-vous également? Oui, bah là, dès demain, allez-y, c'est magnifique. Dès demain, 19, 20, 21, 22, vous avez la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand. C'est un magnifique événement. J'en avais parlé tout à l'heure en introduction. Oui. C'est alors il y a beaucoup de compétitions réduites, mais 19, 20, 21, 22, vous avez le gratin du biathlon. Oui. Les Français qui dament le pion aux Norvégiens, Françaises. Donc là, c'est pas loin dans la Haute-Savoie. Allez voir parce que ça vaut le détour. C'est magnifique. Du beau monde au Grand Bornand à partir de demain, je vous rappelle, pour cette compétition au Grand Bornand. C'est chaque année un très très gros événement de fin d'année pour les Aravis. En général, oui. En général, ils sont plutôt sur la période du mois de janvier. Et là, cette année, ils ont devancé le calendrier. Ils sont sur la période du mois de décembre. Donc, un très beau travail là-bas. Et je pense que si j'ai un peu de temps, je vais aller faire un tour. Ah, bah voilà, vous nous ramènerez quelques images et peut-être quelques interviews. On essaiera d'en avoir justement dans le journal du sport mercredi prochain. On essaiera. Avec plaisir. Voilà. Bah, merci beaucoup Marc pour toutes ces informations comme chaque mercredi. On va se quitter en vous remerciant. Oui, alors je vais rajouter 2 résultats. Oui. Si vous permettez. 2 autres, oui. Le petit Azolin de Megève qui est dont Philippe de Paris était son professeur à l'école, le petit qui fait quand même 90, Antoine, vient de gagner une Coupe d'Europe en Bergen, donc il y a une belle Marseillaise, c'est sa première victoire en Coupe d'Europe de slalom, et pour le coup, il est qualifié pour la Coupe du Monde d'Alta Badia, donc il va faire son grand début en Coupe du Monde de slalom, là lundi prochain, donc c'est une belle nouvelle pour lui. Bravo à lui, j'ai eu son papa tout à l'heure au téléphone, félicitations à cette équipe. Et le petit Adrien Lafont qui est de Megève, de Combloux et qui est allé gagner 2 magnifiques compétitions internationales en géant à Puy-Saint-Vincent, dans les Alpes du Sud. Voilà, c'était un petit coucou. Voilà pour cette parenthèse. Bah merci beaucoup Marc et puis on va se retrouver mercredi prochain pour encore d'autres résultats dans 19h. Voilà notre page sport à retrouver tous les mercredis. Et également vous pouvez revoir cette rubrique en replay sur les plateformes de la place du village, Facebook, YouTube et TikTok en intégralité. Voilà. Merci Johan en tout cas de m'accueillir. Bah merci à vous d'être avec nous chaque mercredi et puis bon week-end à vous puis à mercredi on essaiera de se retrouver encore pour des résultats sportifs. Merci beaucoup Marc depuis Megève. Voilà, merci. On salue tous les Meugevans. Voilà, bonne soirée à vous. Merci Marc. Salut à tous. Voilà pour Marc Garcia qui était depuis Megève. Voilà pour cette page sport dans le 19h.